Bonjour, donc en cette huitième leçon, comme vous voyez, nous attaquons l'un des grands sujets de ce cours. Enfin, on va dire le sujet de ce cours, c'est le passage qu'a fait Norinaga du Genji Monogatari au Kojiki et donc essayer de comprendre cet itinéraire qui n'est parfois... Il y a un cours... voilà. Essayer de comprendre cet itinéraire. Alors, donc nous n'avons pas encore fini avec la voix, bien que nous ayons passé 2 leçons dessus, et nous y reviendrons sans doute dans 1 ou 2 leçons à venir, mais pour l'instant, il faut aborder donc à partir de ce que nous avons vu des idées de Norinaga sur la voix, vous allez voir que ça, à la leçon prochaine que ça va se recouper. Nous allons donc voir ce qu'il a à nous dire sur le Genji Monogatari, qui fut la préoccupation principale, vous le savez maintenant, de sa vie d'érudit, de philologue, de kokugakusha, de philologue national en quelque sorte, et qui est la voie parallèle à celle du Kojiki. Vous vous souvenez, dans notre brève présentation de Louis Yamabumi que nous avons fait la dernière fois, vous pouvez bien prendre le texte, dans notre brève présentation de Louis Yamabumi, de l'entrée en montagne de la première escalade, qui est un livre bien sûr très tardif, comme vous le savez, mais qui récapitule a posteriori la logique du parcours de Norinaga. Il recommandait, donc c'est pour les débutants, pour ces débutants, mais il essaye de, sans être trop directif, comme j'espère l'avoir mis en lumière, il recommande quand même des choses, et en particulier de lire et relire les monogatari, n'est-ce pas, ce que j'essaierai de traduire par les romans, pourquoi pas, bien qu'évidemment, du point de vue japonais, ça ne marche pas, puisqu'il y a maintenant un terme précis qui a, pour les romans, les shōsetsu, mais les monogatari, en tout cas, celui qui nous intéresse, le Genji Monogatari, peut vraiment être considéré comme un roman. Bon, vous doutez bien que je ne vais pas essayer d'entrer dans cette discussion maintenant. Donc, il recommande la lecture constante des monogatari, et pas seulement du Genji d'ailleurs, mais toute son œuvre démontre que c'était cet ouvrage, le Genji, qui était pour lui le couronnement du genre romanesque japonais. Il n'était donc pas inutile, avant d'aborder cette partie, de tenter d'éclaircir, autant que faire se pouvait, ce que Norinaga entendait par la voix, Michi, puisque nous avons vu l'an passé, vous vous souvenez encore sur le Genji Monogatari, à quel point ce terme de Michi était important pour comprendre ce que Murasaki Shikibu, la romancière, avait voulu faire de son roman. Vous vous souvenez, la description d'une voie qui ne menait nulle part. Cette voie étant celle parcourue par son héros, ou non parcourue par son héros, et reprise ensuite par la génération qui le suit et qui s'égare aussi à la recherche d'une voie dont ils n'ont même pas idée, en fin de compte. Il va sans dire que ce n'est pas cette voie d'errance que voulait la romancière pour son héros. Mais on ne sait pas ce qu'elle aurait été au juste, cette voie. La réponse la plus probable, alors si nous nous remettons dans la perspective du roman, comme nous l'avons vu à plusieurs reprises, est l'alternative qu'elle présentait régulièrement à l'issue de presque tous les épisodes tragiques qui parsèment le récit, de l'entrée en religion, donc de Nyūdo, n'est-ce pas, Michi ni Iru, donc entrer dans la voie bouddhique. Malgré toutes les objections que l'on peut sans doute faire à une surinterprétation bouddhique du roman, surinterprétation ou peut-être interprétation tout court, pour laquelle nous pensons avoir montré qu'il y a des arguments imposants. Alors malgré le risque de surinterprétation, il demeure que c'est bien cette échappée hors du monde qui est présentée dans les moments les plus tragiques comme la solution la plus raisonnable. Vous vous souvenez, même les quelques épisodes que nous avons vus, à chaque fois, il y a la perspective, le héros ou l'héroïne sait ce qu'il doit faire après un tel malheur ou dans une telle situation, c'est entrer en religion, sortir du monde, sortir de la shukke, mais il ne le fait pas. Et les personnages ne s'y résolvent jamais. Et comme vous le savez, c'est aussi la fin, en fin de compte, on ne sait pas trop
ce qui va devenir dans la dernière scène du roman. Et Norinaga est trop fin lecteur, trop attentif philologue, pour ne pas avoir remarqué que la voix, pour Murasaki, Shikibu, est donc la voix bouddhique. Cependant, nous l'avons vu, Norinaga s'applique avant tout à élaguer la voix, à la débarrasser de tout ce qui est pour lui les ornements inutiles, les sakashira, vous vous souvenez les fioritures de la vanité chinoise, le karagokoro. La vanité non pas qu'ont les Chinois, mais de la vanité chinoise qu'entretiennent les Japonais. Faites bien attention à cela toujours. La voix n'est ni bouddhique, ni confucianiste, ni taoïste, en dépit de quelques ressemblances qu'il semble lui-même, Norinaga, sur le point d'accepter avec cette dernière doctrine. La voix japonaise est la voix réelle, Makoto no Michi, et ne peut renvoyer qu'à elle-même. Apparue spontanément, Onozukara, avec les divinités japonaises, elle est transmise par eux, par elle, avec elle. Bien qu'ils ne le disent pas explicitement, en tout cas sous bénéfice d'inventaire, la voix est consubstantielle aux divinités et ne peut en être séparée. Elle naît avec elle et se transmet avec elle. Il ne peut donc accepter que la voix que prône la romancière, dont il admire l'œuvre comme nulle autre faite de main humaine, soit celle d'un pays étranger, bouddhique en plus. Il devra donc montrer que le centre de l'œuvre n'est pas l'aspiration à la voie bouddhique, pas plus qu'elle n'est celle du confucianisme ou du taoïsme, mais qu'elle se situe sur une autre dimension. Il évitera donc soigneusement de l'assimiler à une autre voie qu'à celle de la poésie. Et encore, je simplifie un peu parce qu'il ne veut pas présenter non plus le Genji Monogatari comme un Uta Monogatari, un roman fondé sur un roman qui sert de prétexte au poème, comme le serait par exemple le Issei Monogatari, qui est Norinaga, dans un passage, récuse ce terme, mais la discussion est tout à fait possible. Donc, et il mettra en relief la description des mouvements de l'âme, aurions-nous dit à une certaine époque en Europe, comme l'élément narratif le plus important. Mouvement de l'âme, traduit en japonais, ce serait Kokoro no Ugoki, n'est-ce pas? Mais avant d'aborder ces points, je commencerai par une digression que l'on me pardonnera sans doute en raison du caractère pittoresque de ce passage. Nous trouvons en effet, encore une fois dans la précieuse corbeille, le Mikatsuma, n'est-ce pas? Cette fois au paragraphe 510, et là je vais pouvoir vous le donner ici, une rubrique remarquable intitulée, vous voyez, Genji Monogatari o yomu koto no tatoe. À quoi comparer la lecture du roman de Genji? Bien que la teneur n'en soit pas de Norinaga, vous verrez, il reprend un texte. Vous savez que ce texte très intéressant qui est le Mikatsuma, j'avais comparé au Zibaldone, et toute proportion gardée de Léopardi, mais il y a aussi des notes de lecture. C'est ainsi qu'on peut suivre à la trace des intérêts et surtout des sources possibles de Norinaga. Je vous ai parlé par exemple, la mention explicite qu'il fait de Tominaga Nakamoto, n'est-ce pas? On sait très bien qu'il l'a lu. Alors voici ce qu'il trouve dans ses lectures. Et le fait qu'il reprenne ce passage, en tout cas, dit assez, je pense qu'il l'approuve, il le cite avec approbation. Alors je le donne sur deux diapositives, n'est-ce pas? Alors, il paraît que je traduis de façon un peu exagérée, mais Toyaram, n'est-ce pas? Il paraît que le roman du Genji est une histoire, Soshi, en 54 cahiers, fort en vogue dans le monde. Si on en vient à le feuilleter pour tenter de voir à quoi il ressemble, le fil de l'histoire en paraît décousu, sans queue ni tête. C'est ainsi que j'ai traduit Kuchi, je crois, Kuchinaki Yonite, n'est-ce pas? Midaetaru Itosuji. Donc, décousu, sans queue ni tête, impossible à expliquer. Que faire, demandera-t-on? C'est comme cela. C'est Sakashi. C'est comme ça. Il faut simplement s'y habituer. Et si l'on poursuit la lecture assidûment, on ne s'égarera plus. Pour faire. Alors, voici la comparaison.
qui est très, très intéressante. Pour faire une comparaison, c'est comme quelqu'un qui, au 6e mois, voulant supporter à l'ombre la chaleur de la journée, entre dans une maison et, dans l'incertitude de l'obscurité, il ne peut distinguer en leur réalité, c'est ainsi que je traduis le passage, n'est-ce pas, le yami no utsutsu, qui est un terme très ambigu, ça veut dire les choses réelles qui sont dans l'obscurité, et parfois, et comme c'est un texte assez tardif, vous savez que utsutsu, dans l'expression yume utsutsu, qui veut dire à l'origine est-ce rêve ou réalité, et utsutsu, c'est la représentation du réel, en quelque sorte, eh bien, yume et utsutsu sont venus à se contaminer l'un l'autre, et on pense à la réalité du rêve, n'est-ce pas? Enfin, ce qui est en rêve, ce qu'on voit en rêve. Alors ici, ce yami no utsutsu est assez intéressant, mais on voit très bien l'image, c'est la réalité qui est cachée dans l'obscurité. Donc, on ne peut distinguer en leur réalité l'éclat, alors hirofushi, qui veut aussi peut-être simplement dire les silhouettes ici, disons, alors les silhouettes des objets, ni leurs contours, ce qui revient un peu au même. Mais s'il y reste suffisamment longtemps dans cette maison, tout naturellement, jinenni, n'est-ce pas, jinenni qui est un synonyme de onozukara chez Nobinaga et comme tout le monde, n'est-ce pas? Donc, tout naturellement, il finira par distinguer avec précision les vases et les meubles. C'est Utsuamono et Chodo. Chodo veut dire les meubles que l'on peut, enfin, justement les meubles qui sont meubles, que l'on peut déplacer dans une pièce. C'est ce qui se trouve dans le même recueil. Alors c'est un recueil donc qui est alors, on comprend que Norinaga ait apprécié cette métaphore de la lecture du Genji, que nombre de lecteurs pourraient considérer comme leur expérience personnelle. Passant de la lumière du soleil à l'obscurité d'une demeure japonaise, il faut s'habituer à la réalité enténébrée, yami no utsutsu, et accepter d'y rester un certain temps avant de parvenir enfin à distinguer les contours des objets sans jamais les apercevoir en pleine lumière. Cette métaphore, qui a la pleine approbation de notre auteur, vient d'un lettré des environs de 1600, connu comme poète et apprécié de Fujiwara Seika et de Hayashi Razan. C'est Kinoshita Katsutoshi, dont le nom de plume, c'est Choshoshi, auteur du Kyohakushu. Il a été aussi, semble-t-il, comme il vivait à Kyoto aux environs de 1600, c'est évidemment l'époque où Fujiwara Seika était actif à Kyoto, comme vous en souvenez peut-être, nous en avons parlé autrefois, et il a un certain rapport avec le Shushigaku japonais. Mais il a vécu à Kyoto une vie d'ermite parce qu'il était en disgrâce politique. Il avait participé à l'invasion de Corée de Hideyoshi, mais après ça a mal tourné lors des guerres avec les Tokugawa. Enfin, en tout cas, voilà, c'est de ce personnage donc, qui est à la fois un kangakusha, un érudit des choses chinoises, et un proto-kokugakusha, que vous avez cette description du Genji. L'image met en valeur le décalage linguistique qui s'est opéré depuis les jours où la petite fille du Sanashina Nikki, vous vous en souvenez, qui avait 13 ans à l'époque, pouvait lire les cahiers du roman sous son baldaquin. Et cette nouvelle situation langagière est magnifiquement exprimée par la locution Yami no Utsutsu, la réalité obscure, dont nous allons voir qu'elle recouvre non seulement la langue du Genji, mais aussi la psychologie des personnages. Et c'est cette obscurité morale, en quelque sorte, qui va faire la dynamique, si j'ose dire, de la réflexion de Norinaga. Comprendre cette psychologie, c'est leur assigner une voix. Et l'on mesure ainsi combien il est important pour Norinaga de dénier la pertinence de l'attribution de l'une quelconque des voix étrangères qui serait supposée mener à l'intelligence de cette œuvre singulière. La conclusion logique de cet élagage des voix autres, c'est pas Totsukuni no Michi, est que la compréhension correcte du Genji mènera à la voix véritable dont il émane.
mais ce sera un processus en 2 étapes. Nous aborderons donc les vues de Norinaga sur le Genji, et l'on se rappellera que pour Hayashi Hideo, vous vous souvenez dont j'avais fait de l'anecdote qu'il relate le point de départ en quelque sorte de notre étude. Donc pour Hayashi Hideo, qui reprend l'idée de Horikuchi Shinobu, Norinaga, c'est le Genji. Et nous commençons donc par la lecture de ce qui est son premier ouvrage de synthèse, précisément consacré à ce chef-d'œuvre qu'il a intitulé L'essentiel de l'ouvrage de Murasaki. Alors, l'essentiel de l'ouvrage de Murasaki Shikibu, vous voyez, c'est la dernière ligne. Donc le Shibun Yoryo, Shibun c'est Murasaki Shikibu no Fumi, n'est-ce pas? Fumi, vous savez que pour Norinaga et puis pour beaucoup de ses confrères en Kokugaku, Fumi reprend tout ce qui est écrit. Donc ça correspond à une quantité de termes chinois différents, à distinguer ou à préciser par Mifumi les saintes, les augustes écrits, donc qui sont les saintes écritures du Shinto, que Norinaga contribue aussi à canoniser en quelque sorte. Donc ce Shibun Yoryo, nous avons vu qu'il remonte à 1763 et qu'il l'a donc rédigé à l'âge de 33 ans. L'année de sa rencontre décisive avec Kamo no Mabuchi, à la suite de laquelle il se réoriente donc vers l'approfondissement du Kojiki. Vous vous souvenez, c'est Matsuzaka no, non pas Matsuzakaya, mais Matsuzaka no Yoru, n'est-ce pas, ou Yadan, la causerie nocturne de Matsuzaka. C'est donc dire qu'à l'époque de la rédaction de cet ouvrage, il n'avait pas encore trouvé la voie, pourrions-nous dire. Il en était encore à tâtonner dans les ténèbres pour discerner les contours des vases et des meubles. Mais nous allons voir qu'il avait fini par discerner dans cette obscurité une réalité essentielle qu'il allait faire partager à tous ses lecteurs. Et disons d'emblée, puisque c'est une œuvre de jeunesse, on pourrait penser qu'il l'aurait changé, il ne répudiera nullement ses idées, les idées exprimées dans ce Shibun Yoryo, au sujet du Genji, puisque son ouvrage principal sur le sujet, le précieux Petit Peigne, n'est-ce pas, le Genji Monogatari ou Genji Tama no Ogushi, incorpore le texte du Shibun Yoryo en son entier. Il l'a repris dans son grand œuvre d'études sur le Genji. Nous avons donc bien ici la quintessence des idées de Norinaga sur la question. Ses vues ne changeront pas et ses recherches sur le Kojiki ne feront que les confirmer. Je précise que le texte que je vous ai donné, c'est l'édition très pratique du Iwanami Bunko, et le texte des Zenshu de Norinaga, les œuvres complètes, est beaucoup plus pénible à lire. Vous vous souvenez, je vous en ai distribué quelques pages là. Alors, en plus, il s'achète très facilement en librairie, vous pouvez éventuellement le commander. C'est un texte qui n'est pas très difficile. C'est donc dans la version, l'édition proposée par M. Koyasu Nobukuni, n'est-ce pas, de 2010, mais qui est constamment réimprimée. Donc son essentiel du Genji, comme nous appellerons plus simplement le Shibun Yoryo, est avant tout un texte didactique, comme la plupart des écrits de Norinaga, qui reflète le contenu de ses cours et conférences. C'est un texte court, à peine 185 pages en format bunkobon, n'est-ce pas, divisé en 2 livres, qui se déroule selon un ordre que l'on pourrait dire naturel pour un ouvrage presque scolaire en sa conception, bien qu'il progresse rapidement vers des niveaux plus élevés. Enfin, plus élevés, mais toujours en cédant à ces petits tics qui sont le besoin constant de répéter les mêmes choses. Mais malheureusement, enfin, il n'est pas tout seul, c'est un peu la chose, c'est ce qu'on avait dit aussi de Nishida Kitaro, mais c'est ce qu'un chercheur américain avait appelé la pensée en spirale, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'auteur revient toujours sur les mêmes idées, mais à chaque fois en y ajoutant quelque chose, si bien qu'on ne peut pas couper court et aller au plus haut, il faut repasser par toute la spirale avant de comprendre comment il est arrivé à la fin.
Donc, il commence donc dans cette perspective tout à fait didactique par une présentation de l'auteur, n'est-ce pas, Sakusha no Koto, vous ne l'avez pas ici, qu'il identifie. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il identifie, il ne joue pas à Shakespeare n'est pas Shakespeare, n'est-ce pas? Il n'hésite pas à identifier Murasaki Shikibu comme l'autoresse du Genji Monogatari. Et il qualifie d'inutile Michiyu Bekarazu, les opinions divergentes qu'elle attribue soit à un homme membre de la noblesse, soit à son père, ou à une autre personnalité féminine. Il conclut un bref tour d'horizon par les mots, je crois que je vous les ai donnés, non. Donc, par les mots, en japonais, Tada Murasaki Shikibu Saku to yu yoris hoka wa mina tashika naranu koto nari. En dehors de Murasaki Shikibu, aucune des autres attributions ne tient debout. Remarquons aussi qu'il accepte l'ensemble du texte, y compris les 10 chapitres de Uji, n'est-ce pas, les Uji Jujo, les derniers chapitres, dont aussi c'est encore l'un des serpents de mer de la Genji Logi, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils ont été faits par le même auteur ou non? Donc, et il accepte, voilà, l'œuvre est en quelque sorte canonisée déjà à son époque, et tout en étant très au fait des études sur le Genji, il réfute tout ça. Son Genji, c'est notre Genji en quelque sorte, et il ne s'encombre pas non plus de la reconstitution des différents. Nous avions vu ça, je crois, un cours l'année dernière, les gens qui essayent de remettre en ordre, un peu comme on remet en ordre les sourates du Coran. Il y a des gens qui veulent remettre en ordre les 54 chapitres de Genji Monogatari selon une sorte de chronologie qu'ils ont, de chronologie psychologique ou de psychologie chronologique qu'ils refont elles-mêmes, n'est-ce pas? Bon, tout ça, je pense que, en tout cas, il a tout à fait raison de son point de vue. C'est un texte donc intangible. Et il ne cherche pas à contester le nombre désormais canonique de 54 chapitres pour l'ensemble. Il réfute en particulier, alors je suis malheureusement d'accord, je dois dire, mais il réfute en particulier l'opinion selon laquelle il y aurait eu 60 chapitres à l'origine. Vous savez, c'est une opinion qui est donnée très tôt, dès l'époque de Kamakura. Je crois, oui. Et le 60 chapitres, qui est en 60 livres, n'est-ce pas? Les 60 chapitres du Genji correspondraient aux 60 livres de Kujukan de la trilogie du Tendai Sandaibu, du grand moine chinois Zhiyi, donc Zhiyi du VIe siècle, qui a fait ces trois livres décisifs pour la culture japonaise de Heian aussi, et en particulier le Makashikan. Et on a soutenu qu'il y avait 60 livres à l'origine, parce que, alors, ça se fonde sur un passage du Genji. À un moment, vous vous souvenez, le Genji fait une retraite dans un monastère, une retraite ratée, évidemment, il va en sortir vite et retomber dans ses petits travers. Mais il étudie justement les 60 livres du Genji. Alors, il n'y avait qu'un pas à faire dans cette allusion à l'idée de reconstituer 60 livres primitifs, 60 chapitres primitifs. De même que les autres tentatives de modeler le nombre des chapitres sur les œuvres historiques chinoises, qui s'est fait aussi, n'est-ce pas? Il aborde quantité de questions intéressantes dans ses premières pages sur les circonstances de la composition du roman, sur le nom de l'autoresse, sur le concept même de monogatari, qu'il associe bien sûr à la création des caractères syllabiques cursifs, les hiragana. Et c'est intéressant, c'est quelque chose à laquelle on ne fait pas assez allusion. Pour lui, les monogatari, c'est écrit en hiragana, hein, enfin en tout cas c'est un kana majiribun. Et il donne le Taketori Monogatari comme le plus ancien du genre. Et il souligne aussi l'originalité du Monogatari à l'égard de la littérature continentale. Il consacre aussi plusieurs pages aux nombreux commentaires du Genji qui ont été écrits depuis le Moyen-Âge, tandis qu'à l'époque d'Edo voit l'apparition d'immenses compilations exégétiques recueillant les opinions les plus diverses sur le sens profond du roman. J'y avais fait brièvement allusion l'an dernier, je n'y reviens pas. Déjà à 30 ans, à 33 ans,
Norinaga avait fait le tour de toutes les grandes sommes exégétiques d'Edo. Donc lorsqu'il critique ou lorsqu'il dépasse, dans sa perspective, les interprétations précédentes, il le fait à bon escient. Ce n'est pas non plus quelqu'un qui ignore la tradition exégétique. Alors, comme nous l'avons déjà vu, et comme je viens de le dire, la méthode de Norinaga est largement répétitive. Il revient souvent sur les mêmes points, tandis que sa discussion des opinions qui ne lui agréent point est assez expéditive, malgré de fréquentes observations d'une grande finesse philologique. Un exposé systématique de ses opinions est assez difficile à élaborer, mais ces répétitions nous font mieux ressortir ce qui est important pour lui. Alors, dès les premières pages de discussion sur le sens, le kokoro, n'est-ce pas, ou l'intention du roman, il emploie aussi hoi parfois, n'est-ce pas, moto no kokoro, qu'on lit parfois hoi. Hoi, c'est plutôt lorsqu'on parle des uta, mais bon, hoi, kokoro. Alors, il s'en prend plusieurs fois donc à l'idée d'une composante bouddhique profonde. C'est sans doute la position que l'on pourrait qualifier de plus systématique de son exposé. Il y a un texte ici, ça. Voilà. Et l'on ne peut, en tout cas je ne peux m'empêcher de penser que c'est tout simplement parce qu'il trouve lui-même que la place du bouddhisme dans le roman est de loin celle qui ressort le plus nettement, bien plus que le confucianisme, dont d'ailleurs une partie de la morale, à un certain niveau, comme vous allez le voir, peut se superposer avec la morale bouddhique. Et nous le verrons dans les critiques qu'il apportera à ces conceptions. Il trouve certainement le bouddhisme sous-jacent au roman lui-même, mais également dans une partie considérable de la tradition exégétique du Genji. N'oubliez pas qu'un très grand nombre d'ouvrages sur le Genji l'ont étudié du point de vue bouddhique. C'est pourquoi nous allons commencer par la lecture d'un paragraphe où il commence à systématiser sa critique des interprétations bouddhiques en réagissant assez vivement à une remarque certes péremptoire de Sanjonishi Sanetaka, qui est comme vous le voyez, il date de la fin de Muromachi dans son recueil exégétique, le Sairyu Sho, n'est-ce pas? Et c'était une remarque certes péremptoire de cet auteur, mais qui ne peut qu'attirer notre attention sur la relation particulière que la romancière aurait entretenue avec la dogmatique de l'école Tendai. Bon, vous pensez bien que c'est quelque chose qui m'intéresse et que je serais tout prêt à applaudir des deux mains, mais ce n'est pas l'avis de Norinaga. Et alors, il faudrait commencer ici. C'est la page 61. Si vous pouvez prendre vous voyez, à partir de la cinquième ligne de la page 61. Ça commence par Satemata shikibu wa tendai no kyoka o ete ukete shushi o kiwametareba. Ça commence là. Évidemment, ce n'est pas un cours de lecture de texte, je ne vais pas m'apesantir sur les mots du texte, simplement pour que vous les ayez sous la main. Je pense qu'il sera possible après de mettre ces textes en ligne d'une façon ou d'une autre, je me renseignerai à ce sujet. Donc voici ce que nous dit Norinaga. Ainsi donc, l'idée selon laquelle Murasaki Shikibu, ayant obtenu la permission Kyoka du Tendai. Pourquoi la permission du Tendai? Donc des autorités du Tendai ou de son maître spirituel dans le Tendai. Vous savez, on pense beaucoup à Genshin, donc, qui apparaîtrait dans le roman, dans les derniers chapitres du roman, sous l'expression de Yokawa no Sojo, le préfet monacal de Yokawa. Et donc, parce qu'en tant que femme, elle n'aurait pas eu accès, mais là nous sommes à Muromachi, à l'autorisation de rendre compte de la dogmatique du Tendai. Voilà ce que veut dire ce Kyoka, me semble-t-il. Donc, ayant obtenu la permission du Tendai, on aurait approfondi les doctrines, Shushi o Kiwamu. Donc elle aurait suivi une sorte de cursus réservé aux hommes, mais dans le Tendai. Et aurait en conséquence écrit entièrement sous l'influence de la dogmatique du Tendai.
Shikkai tendai no homon o mote. Vous voyez cette expression tout à fait bouddhique. Et alors cette idée va à l'encontre, somuku, Murasaki Shikibu de Hon'in ni Somuku, elle va à l'encontre de l'intention fondamentale de Murasaki Shikibu. En premier lieu, si l'on examine le caractère kishitsu de notre romancière, on constate qu'à chaque chapitre se manifeste, n'est-ce pas, Kokoro Arawani, n'est-ce pas, se manifeste sa grande détestation et pudeur, Nikumi Hajitaru Koto, à l'égard de l'étalage de son savoir et de la pédanterie, Gakumon Dateshi, Sakashi Dachitaru Koto, et tout aussi manifestement dans ses notes journalières. Comment alors soutenir une chose aussi exagérée, Koto Gotoshi? C'est une sorte de sweeping statement, n'est-ce pas, en anglais. Donc c'est une tradition exégétique, et nous allons revoir qu'elle n'est pas ponctuelle, c'est une tradition très longue et très étayée, veut trouver derrière le Genji Monogatari Tendai no Homon, n'est-ce pas? C'est un mot technique, la doctrine, le système doctrinal du Tendai, les shushi, les dogmes, la scolastique. Shushi, c'est la scolastique du Tendai. Mais évidemment, nous allons voir que ça se fonde sur quelques remarques plus ponctuelles ici, et comment Nolinaga va les traiter. Ce n'est pas du tout quelque chose de, je veux dire encore une fois, ce n'est pas une opinion aberrante. Il y a beaucoup de choses, et je vous ai dit, la structure même du Genji Monogatari en 54 chapitres, pour moi, n'est pas innocente, et c'est pour ça que je tiens beaucoup à cette organisation en 54 chapitres et pas en 60, puisque vous savez que, je vous ai déjà dit, elle rappelle le nombre d'étapes de la méditation, enfin d'étapes de niveau psychologique, spirituel, qui vont de la première étape qui est la production de la pensée d'éveil jusqu'à la transformation en Bouddha parfaitement éveillé. Alors, il poursuit par un argument qui lui est familier, une sorte de démonstration par l'absurde, à partir d'un bref passage du chapitre 25 du Genji, les Lucioles, Hotaru, que nous allons présenter brièvement à cause de la grande utilisation qu'en fait Nolinaga en plusieurs points de son argumentation. Dans ce chapitre, le prince radieux... je ne sais pas si je... Oui, là, c'est la citation de... Voilà. Dans ce chapitre, le prince radieux se livre encore une fois à un jeu fort ambigu avec sa fille naturelle, qui sera appelée, autour de ce chapitre d'ailleurs, qui sera appelée, qui n'est pas encore nommée dans le roman, mais qui sera appelée Tamakazura, n'est-ce pas? Tamakazura, que Cipher a traduit par parure précieuse, et donc je retiens cette appellation pour l'instant. Donc Tamakazura ou parure précieuse, c'est la fille naturelle qu'il a eue avec la défunte Yugao, belle du soir. Il lui fait rencontrer, toujours dans ces jeux très ambigus, n'est-ce pas, il lui fait rencontrer des prétendants qui s'emploient à la séduire au cours d'une réunion mondaine où sont débattus des sujets élégants, et en particulier la valeur des histoires imaginées et donc des monogatari. Le terme monogatari n'apparaît pas. On voit apparaître et monogatari quand même, donc les monogatari illustrés, mais en tant que tel, il n'apparaît pas. On parle des histoires et des choses comme ça. Vous voyez qu'il y aura tout à l'heure aussi Furukoto ou des choses comme ça. Que ce soit un passage décisif inséré avec son habileté coutumière, enfin,
dans le cas de Murasaki Shikibu, il faudrait mieux dire le génie. Donc c'est un passage décisif qui est habilement inséré et qui met encore une fois sa propre œuvre en abîme, n'est-ce pas, puisque c'est la romancière qui est en train de discuter de son œuvre. Là, ce sont ces personnages qui discutent de ce que fait la romancière. Alors cela n'a pas échappé à Norinaga, qui revient souvent d'ailleurs à ce passage comme à une source essentielle. Donnons pour l'instant les lignes qui nous concernent ici directement, à propos de la véracité. Alors, le terme, je ne sais pas s'il est. Enfin, en tout cas, ça vient dans ce passage, à propos de la véracité du caractère de Makoto ou de Soragoto. Alors là, vous l'avez à l'avant-dernière ligne, n'est-ce pas, le caractère mensonger, fictif des histoires. Et dans ce même passage, enfin je ne l'ai pas mis ici, est utilisé le terme furukoto. Furukoto, c'est-à-dire les vieilles paroles, hein, un terme qui est souvent repris par Norinaga pour désigner le japonais, le pur japonais, le japonais tel qu'il est donné dans les mifumi, n'est-ce pas, les saintes écritures. Et nous l'avons déjà dans ce passage du Genji. Et évidemment, Makoto, qui veut dire vrai, nous reviendrons largement là-dessus, peut se comprendre tout à fait, je vous l'ai déjà dit, comme Makoto, c'est-à-dire les paroles vraies. Et si l'on s'amusait à en transcrire, mais là ce n'est pas Norinaga qui le fera évidemment, si l'on s'amusait à transcrire Makoto en kanji, ça devient Shingon. Je laisse cela à votre méditation. Ce n'est pas Keiichu qui me contredirait. Donc, et vous vous souvenez que dans le no Genji Kuyo, n'est-ce pas, ce no aussi extraordinaire où dont l'auteur, qui n'est pas Zeami, bien qu'on l'ait lui attribué, se montre encore plus Murasaki-esque que Murasaki Shikibu elle-même. Il met en abîme à la fois l'autoresse, ses personnages, c'est tout à fait extraordinaire, mais le point le plus important débattu lorsque les moines sont entre eux et qu'ils débattent du Genji Monogatari et donc du fantôme qui vient d'apparaître, c'est est-ce que c'est Makoto? Est-ce que le Genji, ce que relate le Genji Monogatari est une histoire vraie? Ça, vous voyez que ce ne sont pas des... C'est une ligne constante. Alors, il suffira évidemment de s'entendre sur le sens de Makoto et tout le monde sera d'accord en fin de compte. Donc, alors c'est donc sur les lignes du Genji que je vous donne ici, donc c'est le chapitre Hotaru 25, porte donc sur le Soragoto, n'est-ce pas, le caractère mensonger ça nous rappelle des choses en Occident aussi, en Europe, n'est-ce pas, et aussi leur valeur morale, n'est-ce pas, vous verrez Yokimo Ashikimo, Yoki Ashiki. C'est aussi quelque chose qui va revenir constamment dans la réflexion de Norinaga. Alors c'est donc ici le Genji, qui a 36 ans dans le roman, dans ce chapitre, et qui s'adresse à Tamakazula, qui a 22 ans. Dans les autres, alors Shito no Chote no Zae, Shito c'est étranger, Norinaga aurait dit Totsukuni, n'est-ce pas? Dans les cours étrangères, on ne les fera pas de la même façon, ces histoires. Mais même en ce seul royaume de Yamato, les choses auront changé entre le passé et le présent. Il y aura certainement à distinguer entre le profond et le superficiel. Mais conclure tout de go que ce sont des mensonges, les Soragoto, serait une erreur sur la question. Koto no kokoro tagaite. Nous retrouvons bien sûr ici le dialogue wa-kan entre les histoires chinoises, dont l'intention morale serait plus indiscutable, selon le Genji, les Chinois moralisent en écrivant, et les histoires du Japon au statut beaucoup plus ambigu. Déjà, le Murasaki Shikibu elle-même, n'est-ce pas? Et il est certain que la suite de la phrase, pour nous du moins qui sommes plus réceptifs à l'idée d'une profonde intentionnalité bouddhique du roman de Dame Murasaki, renferme un message que Norinaga choisit résolument d'ignorer, puisque c'est pratiquement une clé d'interprétation du roman, ce qui ne peut que mettre à mal la vision qu'il en a. Cependant, nous ne sommes pas là pour le critiquer, mais pour expliquer son interprétation. Voici la suite. Hotoke no ito uruwashiki kokoro nite, n'est-ce pas,
Toki okitamaeru minori mo. Donc hotoke no minori, buppo. Donc, c'est toujours Genji. Dans l'auguste loi Minori, également, que le Bouddha nous a exposé, Tokioku, n'est-ce pas? Alors, ce uruwashiki, vous avez vu que Norinaga l'utilise souvent dans le sens d'élégant, plutôt de digne. Ici, c'est beaucoup plus genjiesque comme sens. C'est presque dans sa gentillesse, mais on pourrait peut-être traduire par bienveillance ici. Enfin bon, parce que gentillesse, ça serait un peu bizarre. Mais donc, dans sa bienveillance, il y a ce que l'on appelle les expédients salvifiques. La ligne 2, Hoben, n'est-ce pas? Hoben toyukoto arite. Il y a ce qu'on appelle les expédients salvifiques. Chez les mal comprenants, n'est-ce pas, Satorinaki Monoa, les gens qui sont dépourvus de compréhension, ils peuvent susciter des doutes divers selon les endroits. Les Hoben eux-mêmes sont ambigus. Bien qu'ils soient nombreux dans la classe des sutras développés, Hodokyo, je reviens dans un instant, s'il faut le dire, mote yukeba, ils n'ont qu'un seul contenu, Shitotsu mune ni arite, et ce qui sépare les passions et l'éveil sera du même ordre que la différence entre bonnes et mauvaises actions. Shito no yoki ashiki. Alors c'est une phrase très ambiguë dans son phrasé, mais on voit bien ce qu'il y a derrière, et le commentateur bouddhisant a entièrement raison. Et d'ailleurs, je reviens là-dessus dans un instant, et le prince sera Dieu de conclure, non sans quelque ironie, Yoku yeba subete nanigotomo munashikarazu narinuya, n'est-ce pas? Si l'on prend les choses du bon côté, je reprends la traduction de Sifer, là, ce Yoku yeba, c'est pas mal. Il n'y a rien de vain dans le monde. Là, ce n'est pas la traduction. Il faut traduire de façon plus précise. Vain, n'est-ce pas? Munashi. Ce qui semble évidemment pour toute personne de l'époque, c'est l'antithèse de la maxime bouddhique bien connue que je vous mets en dessous, Issai kaiku nanigoto mo ku nari, mina ku nari. Mais vous voyez qu'en lisant ku munashi, ici, d'ailleurs on pourrait le dire aussi munashi dans le Issai no mono mina munashi kinari, ça pourrait tout à fait se traduire comme ça. Mais ici, donc, il nie cette maxime fondamentale du bouddhisme, tout est vide, tout est vanité. Et le Genji, après ce développement bouddhique, finit par prendre le contre-pied du bouddhisme. Évidemment, nous avons Murasaki Shikibu dans toute sa splendeur ici. Alors, nous n'avons donné qu'un extrait le plus pertinent d'un passage sur lequel il conviendra de revenir. Mais voyons plutôt ce qu'en dit Norinaga. Alors, c'est toujours page 61, et c'est la ligne 5, la cinquième ligne avant la fin, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Tatoi sayo no koto o kakubeki ni moseyo. À partir de là. Même si l'autoresse a dû écrire de telles choses pour les besoins de son roman, sous-entendu. Il s'agit, en apparence du moins, Omotewa, d'une conversation entre le sire Genji et la princesse Tamakazura. Aussi capable que soit le prince Genji lui-même de s'y reconnaître, Wakimae Tamo, de s'y reconnaître dans les arcanes de la dogmatique bouddhique, Tendai no Homon no Shushi no Wakimae Tamae Domo, n'est-ce pas? Comment pourrait-il, à l'adresse d'une jeune princesse, utiliser comme exemple des enseignements d'une telle importance, des dogmes suprêmes du bouddhisme, n'est-ce pas? Il dit c'est Shushi no, là il faut dire Daiji et pas Ogoto, et Buppo no Daigi, n'est-ce pas? Je le lis ici Daigi parce que c'est un terme bouddhique, normalement on pourrait le dire Taigi aussi. Et comment une toute jeune femme pourrait-elle saisir en les écoutant des arguments aussi logiques et rigoureux? Hakabakashiki shitataka naru koto. Nous remarquerons que Norinaga semble accepter l'interprétation maximaliste dont il fait état plus haut dans le texte. Alors là, je me permets, c'est dans la même page, c'est la page 60, et la page 60, donc la page de droite, et vous voyez que il y a ici
la citation d'un commentaire ancien, et le paragraphe 2, troisième ligne, il dit Bonno Bodai Shabetsu Naki Gokui, n'est-ce pas, Toieri. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence entre les passions et l'éveil. Bodai Soku, Bonno Soku Bodai. Donc, il s'agit d'une allusion bien connue au dogme l'un des dogmes les plus connus du Tendai, qui est au tout début de la somme de contemplation du Makashikan. Je vous en donne ici l'une des versions qui se trouve dans le Makashikan, donc la somme de contemplation du moine chinois Chingi, en japonais, Tendai Daishi, qui est du VIe siècle, mais qui est lu et relu, comme je vous l'ai déjà dit, par toute l'aristocratie, et pas seulement les laïcs, enfin, pas seulement les moines, mais l'aristocratie lettrée se devait de lire le Makashikan. Donc c'est quelque chose, tout le monde le connaissait, et vous avez donc cette double identification, Bonno Sokuze Bodai, Bodai Sokuze Bonno. Bodai Sunawachi Kone Bonno Nari. Alors je ne reviens pas sur les caractères dogmatiques de cela, mais. Alors, donc c'est sur l'identité entre les passions et l'éveil, conséquence du dogme des trois vérités dominant dans l'école. Or, le texte même du roman ne le dit pas en ces termes, vous l'avez vu, il n'est pas dit. On parle de Hedatari, justement. C'est-à-dire une différence entre les deux. Alors que c'est Shabetsu Naki dans le commentaire, vous avez ici Tendai vous avez aussi Bonno to Bondai no Hedatari. La différence entre. On ne dit pas qu'elle n'existe pas. On dit qu'elle est du même ordre, que ce qui régit les actions des personnages du roman. Donc le texte du roman ne le dit pas en ces termes, bien qu'il le sous-entende très probablement. Il y est seulement dit que les bonnes actions sont aussi différentes des mauvaises que les passions peuvent l'être de l'éveil, ce qui, pris au sens obvi, serait une réflexion banale, mais à laquelle on ne saurait rien objecter. Que les commentateurs y aient vu une allusion manifeste aux arcanes de l'école Tendai est cependant naturel et bien motivé. Donc je ne suis pas Nolinaga ici. Notamment par le fait que l'autoresse mentionne dans le même passage les expédients salvifiques et aussi les sutras développés. Ce terme de hodokyo qui vient ici dans le Genji comme un cheveu sur la soupe, n'est-ce pas? C'est un terme très technique du bouddhisme qui signifie dans l'élaboration dogmatique du bouddhisme quelque chose une étape précise, n'est-ce pas? Parce que cela met immédiatement la réflexion du prince dans la gradation des 5 périodes et des 4 doctrines. Nolinaga reparlera des Goji Shikyo du Tendai, et donc, ainsi que Nolinaga lui-même l'accepte sans réserve. C'est-à-dire donc qu'il pointe dans la direction de la doctrine parfaite, en disant Hodokyo, les sutras développés, le Genji Monogatari sous-entend qu'il y a le Engyo après la doctrine parfaite, le Hokekyo, n'est-ce pas? Donc, et dans cette doctrine parfaite, effectivement, les dimensions a priori et faussement opposées du phénoménal et du véritable se rencontrent et s'identifient l'une à l'autre. L'argument de Nolinaga est donc que le Genji ne peut avoir proféré sérieusement de telles arguties dogmatiques devant une jeune femme qui en était parfaitement ignorante. Cela ne servait à rien. L'autoresse ne reprenait en conséquence pas à son compte cette répartie du prince, qui est peut-être plus humoristique que didactique. Il s'agit donc pour lui d'apparence, le homotewa, comme il l'avait dit dès le début, n'est-ce pas, pour les besoins de la narration. Il est hors de doute, selon nous, qu'ainsi que le soulignent les commentateurs réfutés par Nolinaga, Murasaki Shikibu avait bel et bien à l'esprit le dogme de l'identification des passions et de l'éveil lorsqu'il en donne seulement l'esquisse dans les propos du prince radieux. Mais c'est un trait de son génie incomparable, encore une fois, excusez-moi, mais je l'admire beaucoup, que d'éviter à tout prix de mettre les choses noir sur blanc, tout spécialement lorsqu'il s'agit d'une affirmation qui ne pourrait passer à ses yeux, et comme Nolinaga le reconnaît lui-même, que pour une insupportable pédanterie. S'il avait dit Bonno Sokubodai, elle aurait joué les bas bleus. Il suffit que le lecteur sache qu'elle avait ce dogme à l'esprit,
et ce sera à lui d'en tirer les conclusions qui s'imposent. On voit en tout cas combien cette tirade a été exploitée dans le no Genji Kuyo dont je vous parlais tout à l'heure, qui mène à son terme. Le Genji Kuyo va jusqu'au bout de cette tirade. Nous reviendrons plus tard, toujours en suivant Norinaga dans la même ligne de réflexion, sur un exposé plus développé autour de la même idée. Mais nous allons d'abord aborder une autre notion fondamentale que tout le monde attend sans doute, puisque c'est une notion que Norinaga a élaborée très tôt, dès ce livre, dès le Shibun, cet essentiel du Genji, et que nous la voyons, pour ainsi dire, surgir toute armée dans ce que l'on peut appeler encore une œuvre de jeunesse. Elle l'accompagnera toute sa vie, cette notion, avant de se propager dans la culture générale japonaise et deviendra inséparable de la compréhension naturelle, c'est-à-dire conditionnée en profondeur par l'éducation, du Genji Monogatari. Mais ici encore, nous ferons un détour préalable par le texte de Murasaki Shikibu que nous venons de quitter. Car les lignes qui précèdent, celles que nous venons de voir, sur l'utilité et le danger qu'il y a à lire les Monogatari, concernent cette idée. En voici ce que disait le prince. Alors, vous avez ici le terme furukoto, n'est-ce pas? Kakaru yono furukoto naradewa. Alors, ce yo, je vous ai dit à plusieurs reprises, il peut tout signifier. La plupart du temps, à l'époque du Genji, c'est notre milieu, notre salon, en quelque sorte, les gens de la cour. Et Yononaka, pratiquement, c'est le Landerneau des Uasa, n'est-ce pas, le Landerneau des rumeurs, etc. Yononaka-Ruru, ça veut dire ça se répand dans le monde, ça veut dire ça se répand dans notre petit Saint-Germain-des-Prés de Kyoto. Mais ça veut dire aussi le monde dans ses habitudes, dans ses usages, les usages du monde. C'est toujours ça, c'est presque toujours humain. Yononaka ne veut jamais dire le monde naturel. On pourrait traduire par la société. Alors voilà, on pourrait dire la société, la bonne société, les sociétés. Ça serait Alors il faut toujours à chaque fois recibler la portée. Ici, il parle, le Genji parle de son milieu. Si n'étaient ces vieilles histoires mondaines, Furukoto, Yono Furukoto, comment ferait-on pour adoucir l'ennui Tsurezure o Nagusamashi, sans aucune distraction? Et certes, au milieu de tant de fausseté, Itsuwari domo no nakani, il en est qui montrent des émotions. Aware o mise, n'est-ce pas, vous l'avez à la 4e ligne. Aware o mise, qui pourrait exister réellement. Geni samo adam to aware o mise, des émotions dont on pourrait dire ah ben il y en a des comme ça. Se déroulant avec tant de vraisemblance, tsukizukishiku tsuzuketaro, que l'on finit, ce hata, n'est-ce pas, tout en sachant combien c'est futile, hakanashi goto koto to shirinagara, que le cœur en soit sans raison ébranlé, itazurani kokoro ugoki. Et qu'en voyant les tourments d'une charmante princesse, rotagenaru shimegimi no mono moeru no koto mite, le cœur s'y laisse prendre en partie. Katagokoro tsukukashi. Donc, le prince reconnaît donc assez. Alors, vous voyez qu'il y a deux. Encore une fois, c'est un passage fondateur, n'est-ce pas, un passage source de. Vous avez Aware o Mise et vous avez Kokoro Ugoki. Alors, Samo aran to Aware o Mise, c'est encore mieux, n'est-ce pas? Geni Samo aran to Aware o Mise, des émotions dont on pourrait dire, ça arrive réellement, c'est réellement comme ça. Et Itazurani Kokoro Ugoki, le cœur qui est ému, au sens littéral, Ugoki, ce sont vraiment les mots qui est ému, Itazurani, en vain, pour rien, n'est-ce pas? Le prince reconnaît donc à ces récits avant tout l'avantage de tromper l'ennui, le désœuvrement. C'est Murasaki Shikibu qui s'amuse. De ce côté, on peut dire vraiment qu'il s'agit d'expédients, et peut-être pas très salvifiques. Mais dans le caractère futile de cette distraction, il y a quelque chose dont on ne peut nier la valeur, une réalité irréfutable pour les lecteurs, c'est l'émotion, c'est l'intensité des émotions. Quand bien même les événements relatés, les relations sont fictives, on ne peut en dire autant de la réaction qu'ils provoquent chez le lecteur.
Dans ce passage du Genji, il s'y trouve deux termes pour les désigner, aware et kokoro ugoki. On comprend sans peine le second, kokoro ugoki, les mouvements du cœur. Le premier est d'une importance primordiale puisqu'il se trouve à la base de l'interprétation de Nolinaga, soit sous sa forme simple, soit sous sa forme développée dans la locution mono no aware, que l'on traduit parfois en français comme la mélancolie des choses ou la poignance des choses, traductions aussi trompeuses l'une que l'autre, mais qui sont à présent complètement abandonnées. Et je vois que gagne de plus en plus une interprétation qui est la mienne, que je vais vous donner tout de suite pour le traduire. Le prince évoque des émotions décrites dans les récits, mais qui ébranlent le lecteur, qui se communiquent à lui parce qu'il en reconnaît la vraisemblance. Geni Samo Ara. Ça pourrait être comme ça. C'est cette communauté d'émotions virtuelles et réelles que partagent les lecteurs, et les lectrices aussi, bien sûr, et essentiellement même, puisque la conversation tourne autour de la question de savoir, n'oubliez pas, s'il convient de donner ce genre de récit à lire à des jeunes filles. C'est cette empathie et cette sympathie, ce sont les deux termes possibles, les plus vraisemblables, les plus convenables, kanao, pour ce terme, c'est cette empathie et cette sympathie qui donnent malgré tout leur valeur au monogatari. Et c'est là-dessus que réagit Nolinaga. C'est cette capacité de sympathie qui fera la valeur morale yoki, ashiki, mono de ces récits. Et ce ne sera pas tout, comme nous le verrons plus tard, et ce ne sera pas du tout la morale telle qu'elle est prônée par le confucianisme ou le bouddhisme. Lisons plutôt ce qu'il en dit ici à partir de la page 64, alors, à la ligne 3. C'est le premier paragraphe. Ça commence donc Sate sono shito no nasake ou jo o yo no yo o mite, etc. Ainsi donc, en voyant ou en lisant, n'oubliez pas que Nolinaga utilise le verbe miru à la fois pour voir et pour lire. Donc, en voyant et en lisant la description, yo ici, des sentiments des personnages, alors nasake, jo, c'est vraiment le terme le plus général qui soit pour les sentiments, c'est ce qui fait tout le caractère non seulement humain, mais vivant, n'est-ce pas? Vous vous souvenez que dans le bouddhisme, il y a cette grande division qu'il y a entre ujo et mujo, les nasake no arumono et nasake nakimono, les choses, les objets, les choses, oui, les choses qui ont du sentiment, les choses qui sont dépourvues d'un sentiment, qui est pratiquement ici synonyme de kokoro, encore une fois. On dit aussi ushin, mushin. Et dans le bouddhisme général, seules les choses pourvues de sentiments peuvent devenir Bouddha. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, alors ici donc, ainsi donc, en voyant la description des sentiments des personnages, on tient pour bien ou bon, n'est-ce pas, yoshi, de les suivre ou de s'y accorder, shitago. Comprendre les émotions ou la sympathie, aware, c'est cela. Kore wa mono no aware o shiru to yu mono nari. Je vais revenir dans un instant sur la distinction entre aware et mono no aware. Et la phrase suivante, qu'il faut rendre de la façon la plus précise possible, je la traduis de façon très littérale, est la meilleure définition de ce terme encore opaque à cause du vague même avec lequel il est traité. Encore opaque pour nous, n'est-ce pas? Ninjo ni kanawazu mono no aware o shiranu shito wa, n'est-ce pas, etc. Alors, être touché par l'émotion en voyant les gens... Attendez, c'est la... Oui, voilà. Voilà, oui, c'est à partir de la ligne 4, il me semble. Oui. Mono no aware o shiru nari. Voilà, c'est la ligne, plutôt la ligne 2 et 3. Hein. Ah oui, c'est la ligne 4 de l'ensemble du...
de l'ensemble de la page. Être touché donc par l'émotion, en voyant les gens en proie à l'émotion, se réjouir de concert en entendant les gens se réjouir, cela est conforme au sentiment humain. Ninjo ni kanao mononari. C'est connaître l'empathie. Mono no aware o shiru nari. Ceux qui ne se conforment pas au sentiment humain et qui ne connaissent pas l'empathie, mono no aware, voyant chez les autres la tristesse, n'en sont nullement affectés. Nantomo omowazu. Entendant chez les autres la souffrance, ure, ils n'en sont nullement affectés. De telles personnes seront tenues pour mauvaises, ashishi, c'est-à-dire ceux qui ne participent pas de mono no aware. Et celles qui discernent l'empathie, l'expression exprimée, l'émotion exprimée, seront tenues pour bonnes. Au risque de lasser ceux qui écoutent éventuellement, il me faut continuer de traduire cette démonstration bien digne de Norinaga par son caractère filandreux et répétitif, et on comprendra pourquoi au paragraphe suivant. Donc à la 8e ligne, par exemple, dans tel roman, Sono Monogatari, un personnage ressentant telle chose, kanjite là, kanzu, n'est-ce pas, en concevra une émotion, aware ni omoi, tandis qu'un autre n'en pensera rien, nantomo omowazu. Celui qui ressentira et se montrera ému se conforme au sentiment humain et connaît l'empathie. Celui qui n'est pas affecté ne se conforme pas au sentiment humain et est une mauvaise personne. Encore une fois, ashiki shitonari. Ces lignes concernent les personnages agissant dans le roman. Mais ensuite, ce qui est très intéressant pour nous, c'est de voir Norinaga faire un saut dimensionnel. Il passe de l'autre côté du miroir ou de l'autre côté des pages du livre au lecteur, en passant au lecteur de notre monde. Alors c'est page 64 à moins 4, ligne moins 4. Koko ni okite, ça commence par Koko ni okite. 1, 2. Ah, c'est ligne moins 3, excusez-moi. Koko ni okite. De cette façon, en lisant que dans tel ou tel roman, les personnages qui connaissent l'empathie, mono no aware o shiru, sont tenus pour de bonnes personnes, yoshitoi, alors que ceux qui ignorent l'empathie sont tenus pour mauvais. Le lecteur qui ne connaît pas lui-même l'empathie se rend compte de ce qu'il est lui-même une mauvaise personne. Honore ga ashiki o shirite. Et tout naturellement, jinento, onozukara, encore une fois, vous voyez le jinen, en vient à connaître et à comprendre l'empathie. Mono no aware o shiru yo ni naru. Le roman invite donc à un travail sur soi-même qui mène le lecteur au même niveau de délicatesse des sentiments que les personnages du roman. En l'instance, il s'agit du roman du Genji, et il y aura certainement du travail pour tout le monde. Mais nous savons ainsi ce qu'est la raison d'être du roman. Bien au-delà de son utilité de passe-temps pour jeunes filles désœuvrées, n'oublions pas que c'est le point de départ de la conversation du Rotano no Maki, et Norinaga le répète plus clairement en conclusion, page 65, les lignes 1 et suivantes. Ainsi donc, le roman, en décrivant l'empathie, mono no aware o kakishirushite, en décrivant et en faisant connaître, fait connaître l'empathie, mono no aware o shirasuru, à ses lecteurs, yomushito. Cela dit, le roman n'est pas un livre, alors c'est là que ça va être l'essence de toute la discussion qui va suivre, le roman n'est pas un livre d'édification morale, kyokai no sho, voyez, 3 mots chinois, là, c'est pas ça, c'est pas du tout ça l'endroit où il se situe. Mais si l'on veut à tout prix le qualifier ainsi, il se rend compte qu'il joue un combat, qu'il livre un combat un peu désespéré, parce que tout le monde veut trouver une morale dans le Genji, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de l'édification morale du confucianisme ou du bouddhisme. Ce sera une édification consistant à enseigner l'importance de comprendre l'empathie. Voilà, c'est le mono no aware. Et voyez. Nous voyons assez clairement dans l'ensemble de ce passage, semble-t-il, le sens que donne Norinaga à ce terme fondamental selon lui pour comprendre l'intentionnalité, le hon-i, le kokoro du Genji. Terme fondamental qu'il cite le plus souvent sous deux formes, aware et mono no aware. Avant d'aller plus loin, ce que nous ferons à la prochaine leçon, tentons nous aussi d'en donner une définition. D'après ces lignes, il doit être évident pour tout le monde qu'on ne peut le traduire par mélancolie ou poignance des choses, comme ce fut le cas autrefois.
Il semble qu'en français, et comme en anglais, j'ai été chercher sur Wikipédia et je vois que maintenant beaucoup de gens parlent en effet de mono no aware en termes de empathie ou empathie. Et donc cette traduction l'emporte peu à peu. C'est celle que nous adoptons aussi provisoirement. Nous avons vu que les termes aware et kokoro ugoki, pris l'un et l'autre dans le sens d'émotion, peuvent être considérés comme synonymes. Mais nous voyons aussi que chez Norinaga, une nuance assez nette se dessine entre aware et mono no aware, et que c'est ce second terme qu'il convient de traduire plus précisément par empathie. Il conviendrait bien sûr de tenter de faire une différence entre sympathie et empathie, le premier impliquant un partage des sentiments, le second une sorte de projection par l'imagination sur les sentiments de l'autre afin d'agir en conséquence. Il n'implique pas la sympathie, donc, mais une capacité à se mettre dans la peau d'autrui. Et l'étymologie grecque empatheia, en revanche, nous fait comprendre le mouvement émotionnel décrit par ce mot. En grec, c'est pâtir émotionnellement vers ou en direction de quelque chose, plutôt qu'intérieurement. Et l'adjectif grec empathes, affecté, se construit souvent avec pros, un directionnel. Je ne veux pas expliquer le japonais par le grec, après le grand livre de Michael Luken, mais c'est intéressant de voir une certaine communauté d'opérativité langagière en cours. Or, c'est précisément la fonction sur laquelle je voudrais attirer l'attention de la composante mono de l'expression mono no aware. Il semble impossible de suivre ici la plupart des traductions qui veulent rendre ce mono par les choses, l'empathie des choses, etc. Le sens de choses n'a rien à faire ici. Mais mono est à prendre de la fonction qu'il occupe dans un grand nombre de composés, tels que monomanabi, monomane, monoiyu, monozokonai, monozuki et bien sûr monogatari. Il a un rôle simplement grammatical que je qualifierais de directionnel ou de transitif, indiquant que l'action exprimée par le verbe n'est pas indéfinie, mais dirigée. Nous avons ainsi iyu, qui veut dire dire en général, face à monoiyu, qui veut dire parler, parler à quelqu'un ou avec quelqu'un, ou avoir la faculté de parler. Manabu, apprendre, étudier en général, ou monomanabu, étudier quelque chose, se consacrer à l'étude. Kataru, qui veut dire raconter, parler, et monogatari, le discours dirigé, qui ne veut pas seulement dire la narration, mais qui veut dire aussi, ne l'oubliez pas, et c'est le sens premier, la conversation, monogatari. Et quand c'est-à-dire, et là vous avez vraiment bien le sens directionnel, n'est-ce pas ? Vous ne racontez pas des choses, enfin vous racontez des choses certainement parlant, mais ce qui distingue le katari de monogatari, c'est qu'il y a une interaction. Nous comprenons ainsi, à partir de ces exemples, la nuance entre aware et mono no aware. Le premier désigne l'émotion, le second le transfert de l'émotion. L'empathie qui se manifeste d'une part entre les personnages d'un roman, mais aussi qui se transfère ensuite au lecteur. Alors, vous me direz, on dit mono no aware, mais jamais mono aware. C'est une très bonne objection. Ça vient, et le verbe mono aware ne semble pas exister non plus. Alors, il semble que là, il faudra vraiment revenir sur l'étymologie. Je ne crois pas du tout, pas un instant, à l'étymologie que tout le monde reprend de aware, n'est-ce pas ? Aware viendrait de aware, ah pauvre de moi. Il faudrait le dire avec l'accent marseillais peut-être, mais donc c'est une espèce d'exclamation. Alors, comme vous le remarquez, c'est la première personne, aware, ah que je suis malheureux. Donc, or, c'est le contraire, puisque aware, dans son sens le plus normal, exprime la compassion, la passion. Et alors, de toute façon, même phonétiquement, ça me semble impossible, puisque je vous le donne en deuxième ligne ici. En japonais ancien, c'était prononcé apare, et c'est toujours écrit ahade et jamais aware, ce qui serait normal si c'était vraiment le ware. Alors, mais je pense que, comme souvent, mais pas toujours, et je ne suis pas un obsédé de la relation coréano-japonaise, encore que, on ne peut pas la nier dans beaucoup d'endroits, mais il faut voir que vous avez encore maintenant en coréen moderne un mot très fréquent qui est apeda,
ta est la finale verbale, donc ça ne compte pas, ape, n'est-ce pas, qui veut dire souffrir moralement ou spirituellement, moralement, physiquement ou moralement, n'est-ce pas. Et en orthographe ancienne, vous avez bien, en orthographe moderne, il s'écrit comme la première, et apda, enfin vous avez, je ne suis pas linguiste, et alors je suppose qu'un linguiste pourrait peut-être très facilement démolir cette interprétation, mais je pense qu'on ne peut pas mettre cela oublier cette possibilité donc d'une expression qui exprime la souffrance, l'apathie, n'est-ce pas, dès le début. Et ce qui nous rend encore plus pertinente la relation avec le empathie, sympathie, etc. Tout ceci est à revoir, mais Awade me semble... Vous savez, Roy Andrew Miller, qui était un linguiste très énergique, critiquait beaucoup de philologues japonais en disant lorsqu'ils se lançaient dans l'étymologie, en disant que leur méthode d'étymologie relevait le plus souvent du dajare, n'est-ce pas, du calembour. Et Awade me semble relever de cela. Enfin, alors, en tout cas, nous avons ici quelques jalons sur ce terme très important qui a été vraiment systématisé autant que faire se peut par Nolinaga. Et vous voyez très bien ici la dimension extraordinaire qu'il met en relief et qui est déjà celle du lecteur du Genji, n'est-ce pas? C'est le Mono no Aware, chez lui, c'est le transfert du littéraire au réel dans l'esprit du lecteur. C'est très bouddhique d'ailleurs, mais il ne faudra pas le dire à Nolinaga. Nous poursuivrons à la prochaine leçon la lecture des pages importantes écrites par Nolinaga sur ce concept qu'il estime central pour le roman du Genji. Et nous demanderons ensuite comment il s'articule dans les leçons qui suivront avec sa réflexion plus générale sur la voix et le langage. Je vous remercie pour aujourd'hui.